en sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous, et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur lemanalshow.com. Dans cet entretien, je rencontre Stéphane Mallard, speaker, auteur et spécialiste dans le domaine des nouvelles technologies. Jeune trentenaire, son travail est reconnu dans le monde entier et connaît un beau succès. Il est devenu un acteur incontournable sur les questions d'intelligence artificielle. Il va nous expliquer quel sera le monde de demain et nous donner quelques clés pour l'appréhender de la meilleure façon en étant acteur de ce changement. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Il se définit lui-même comme évangéliste digital, un terme qui fait sourire et qui interpelle en même temps. Diplômé d'un bachelor de l'Université du Québec et d'un master en politique économique internationale à Sciences Po, il intègre le monde de l'entreprise dans le domaine des nouvelles tech et de l'innovation. Évangéliste digital chez Société Générale et puis récemment Blue Age, il fait des choix à l'américaine sur le futur, inspiré des TED Talks et anime plusieurs conférences en France et à l'étranger. Expert reconnu dans son domaine, il est sollicité à Hong Kong, Bangalore et plus récemment Dallas, et il arrive à capter l'attention du public en vulgarisant les aspects complexes du digital qui soulèvent de nombreuses interrogations. À travers un discours captivant, il dessine ce que sera la société de demain. Pour aller plus loin, il vient de publier son livre Disruption aux éditions Duno, dans lequel il nous livre un message « Préparez-vous à changer le monde ». Albert Einstein disait « Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. Alors, à quoi doit-on s'attendre face à cette disruption ?» Il est avec moi pour en parler. Stéphane Mallard, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Stéphane, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Parce que je suis passionné par la connaissance et que j'adore diffuser toutes les idées qui me passionnent. J'ai découvert ce métier il y a quelques années. Et j'ai découvert que c'est ce que j'avais envie de faire pour les prochaines années. Quel a été l'élément déclencheur ? Comment vous avez découvert justement cet univers des nouvelles tech et de l'innovation ? Alors, ça fait très longtemps que je suis dans la tech. En fait, j'ai appris à coder, j'avais une dizaine d'années tout seul avec des ordinateurs chez moi et des bouquins. Je codais très très jeune. J'ai créé un logiciel de finance quand j'avais 17 ans, donc j'étais déjà passionné par ces sujets. Mais quand j'ai commencé à faire des conférences sur le sujet, je me rendais compte que j'étais dans une espèce d'état pas de transe, mais qu'on appelle plutôt le flow aujourd'hui. Et du coup, c'est devenu ma drogue. Je cherche le flow en permanence et je l'ai trouvé sur scène en parlant des sujets qui me passionnent. L'innovation, le digital, les neurosciences, la connaissance en général. D'accord, donc en fait, vous êtes autodidacte au départ, c'était une passion, et vous avez développé vos compétences et vos connaissances au fur et à mesure du temps. Absolument. J'ai commencé par apprendre l'informatique, donc tout jeune dans ma chambre avec des bouquins. J'ai créé mon premier logiciel tout seul. Et comme je savais coder, j'ai décidé de ne pas faire des études dans ce domaine pour étudier autre chose, d'où mes études d'économie. Je suis économiste de formation. Et aussi ensuite à Sciences Po, toujours en économie et en politique internationale. Et comment on passe donc de vouloir faire de la politique, de l'économie, de la finance, à devenir, comme vous le dites, un évangéliste digital ? Ça, c'est pas vraiment écrit dans les carnets du CIDJ.
C'est un petit peu un hasard. En fait, j'ai un parcours classique de jeune diplômé avec des stages un peu partout, dans le conseil, dans les startups, dans la finance. Et mon premier job en salle de marché où justement je faisais ce qu'on appelle de l'évangélisation. Ça portait pas le terme à l'époque, mais c'est vraiment ce que je faisais. Donc des conférences sur le futur, sur le digital, sur la transformation qu'on vit en ce moment. Et j'ai découvert tout simplement, mais vraiment par hasard, c'était pas quelque chose qui était prévu. J'avais été recruté pour faire du projet. Mais quand on parle d'évangélisation, il y a quand même un côté limite religieux là-dedans. Qu'est-ce qui vous plaît justement ? Pourquoi avoir choisi ce terme ? J'ai fait exprès pour rien vous cacher parce que je savais, compte tenu de l'état d'esprit de la France et des Français, que ça allait choquer. En fait, j'ai plusieurs réactions quand je parle d'évangélisation. Soit ça choque, soit ça fait rire, soit on me méprise, ou au contraire, on a une espèce d'interrogation bienveillante. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de marketing, ça reste dans le cerveau. Et du coup, j'ai gardé ce terme. Alors qu'aux États-Unis, c'est un métier qui existe dans toutes les boîtes de tech. Il y en a chez Google, chez Facebook, chez Amazon. Des évangélistes dans la technologie diffusent de la connaissance sur ces sujets-là. Je fais la même chose, sauf que j'ai gardé le terme en sachant que ça allait choquer. J'importe ce terme ici. Et concrètement, ça consiste en quoi, votre métier ? L'évangélisation, c'est exactement comme dans la religion. Ça cherche à convaincre des gens, à les embarquer. Sauf que sur la technologie, c'est simplement inspirer les gens pour leur donner envie d'utiliser ces technologies. Chez Google, ils ont des évangélistes sur leurs produits, leur business model, leur organisation. Ils en avaient même un qui faisait de l'évangélisation sur la méditation. Alors, il s'appelait pas évangéliste, il s'appelait Jolly Good Fellow, quelque chose comme ça. Et c'était pourtant de l'évangélisation. Donc c'est ce métier-là, diffuser de la connaissance. Je dis souvent à mes clients qu'en fait, je leur fais lire 50 livres d'un coup sur la technologie, sur la stratégie, sur le business dans ce nouveau monde. C'est prêcher un peu la bonne parole. Absolument. Mais il y a plus un côté persuasion que convaincre, non ? Il y a les deux. Conviction. Vous devez convaincre parce que votre discours doit être logique, rationnel, avoir des arguments et une structure philosophiquement convaincante, mais aussi persuader parce que tout passe par les émotions. Tout à fait. Vous êtes quand même sur scène. Vous venez de publier le livre Disruption. Alors le terme disruption, c'est un terme anglais qu'on entend beaucoup ces derniers temps, notamment avec de grandes entreprises que tout le monde connaît, comme Uber, Amazon, Google ou encore Tesla, qui sont des disrupteurs chacun sur leur marché. Mais par contre, je ne suis pas sûre que tout le monde sache vraiment ce que ça veut dire. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une définition du concept de disruption avec des mots simples ? Alors déjà, disruption, c'est un mot courant en anglais. On parle de disruption pour parler de rupture, de chamboulement, de quelque chose d'assez violent, rapide. On peut parler de disruption, par exemple, des hormones dans le corps ou des neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est un mot qui est courant. En France, c'est un concept qui a été déposé par Jean-Marie Dru, qui a ensuite été racheté par TBWA. Donc c'est un concept publicitaire. Mais le mot disruption, c'est ce qui caractérise l'époque dans laquelle on entre, qui n'est pas une révolution. Une révolution, si vous voulez, c'est lorsque un système devient obsolète, on le fait tomber parce que des forces extérieures le poussent à tomber parce qu'il ne peut plus tenir ce système. Dans le concept de disruption, ça peut être un système qui tient, mais qu'on va forcer à devenir obsolète, même si il pourrait encore tenir. Et on va utiliser la technologie pour faire ça. Oui, je donnais l'exemple par exemple d'Uber, c'est ce qui s'est passé pour les taxis. Absolument, mais si vous voulez, dans le cas des taxis, les taxis auraient pu continuer à fonctionner sur leur modèle. C'est pas comme une révolution politique où le système arrive à bout de souffle et des forces extérieures le poussent à tomber subitement. Les taxis auraient pu continuer à fonctionner. Uber est arrivé très vite pour les rendre obsolètes en utilisant la technologie. Et pourquoi justement ce terme est utilisé de plus en plus ces dernières années ? Qu'est-ce qui se passe avec ce terme-là, disruption ? Si vous voulez, c'est le paradigme dans lequel on entre, où on force tous ces systèmes, tous ces usages, tous ces métiers à devenir très vite obsolètes avec la technologie. Et surtout, c'est une démarche dans la Silicon Valley. Les entrepreneurs, les capitaux risqueurs en ce moment prennent la liste de tous les secteurs avec leurs actifs et ils se demandent pour chacun d'entre eux comment on casse la rente, comment ça se disrupte, comment je pète ce système. Ah, donc c'est un vrai projet. C'est une démarche. Il y a une envie, une démarche en tout cas de disrupter pratiquement tous les marchés. Absolument, tous les marchés, tous les secteurs, tous les métiers, tous les usages, toutes les manières de penser, ça devient un terme général. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est le paradigme dans lequel on entre. On s'est trompé selon moi lorsqu'on a parlé de révolution digitale ou de transformation digitale. On est vraiment dans une période de disruption où il faut se débarrasser de l'ancien monde très très vite en utilisant la technologie pour en bâtir un nouveau. Alors comment on explique que ce sont des individus qui n'ont rien à voir à la base avec l'économie en question qui arrivent le mieux à bouleverser le marché ? Je prends l'exemple d'Elon Musk, qui a complètement chamboulé le marché de l'automobile et aussi de l'espace, alors que lui-même n'était pas issu de ces environnements-là. Alors ce qu'on observe avec la disruption, et ce que j'aime beaucoup dire à mes clients, c'est qu'elle vient toujours de l'extérieur et jamais des experts en question. Et c'est valable à chaque fois où vous citiez Elon Musk, quand il a dit qu'il allait créer des lanceurs de fusées réutilisables, ça faisait rigoler tout le monde à la NASA. Quand il a été capable de le faire, ils ont arrêté de rigoler, puis il a débauché les meilleurs dans ses labos. Ça vient toujours de l'extérieur. Sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Moi, je suis scotché en ce moment
qu'on entende des chercheurs en intelligence artificielle, des professeurs d'informatique, nous parler de la révolution qu'on vit en ce moment, qui est celle du deep learning, en nous expliquant qu'ils connaissent ça depuis toujours. Sauf qu'il faut se rappeler qu'il y a encore 10 ans et plus, l'immense majorité des chercheurs méprisaient le deep learning, la révolution qu'on a en ce moment. Ils disaient c'est ringard, c'est un truc de sectaire, etc. Et tout ce petit groupe qui ont continué à travailler sur le deep learning, dont Yann Lequin chez Facebook fait toujours partie, ont montré que finalement c'était la prochaine révolution. Mais c'était méprisé par l'immense majorité des experts, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Ça vient toujours de l'extérieur, généralement par une minorité, soit qui connaît peu le sujet, enfin en tout cas qui a un regard nouveau sur ces sujets. Mais et justement, c'est le cas tout le temps. Pourquoi justement ça vient toujours de l'extérieur ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que finalement ces personnes-là ne connaissent pas le marché quand elles arrivent. Ben justement, en fait la naïveté, ça devient une force dans la disruption. L'expérience, c'est ce que je dis dans le bouquin, l'expérience et l'expertise deviennent des handicaps face à la disruption parce que vous développez des œillères. On a tous fait cette expérience. Souvent, on appelle un expert dans quoi que ce soit pour avoir un avis, un conseil, ce qu'on veut, et ils nous disent toujours « Ah non, c'est pas possible, ça marche pas, on fait pas comme ça coûte trop cher, etc. » Alors que chez Elon Musk, c'est déjà en prototype, ça sort dans 6 mois et c'est fait avec 10 fois moins de ressources. Comment ça se fait ? Parce qu'ils ont cette naïveté justement de croire que c'est possible de faire les choses autrement. Du coup, ça les aide peut-être à être un peu plus créatifs et à prendre plus de risques. Non seulement à être plus créatif, mais ce qui est fascinant en fait, c'est sur l'état d'esprit des disrupteurs, c'est que les entreprises traditionnelles, les business traditionnels, considèrent qu'ils sont protégés face au digital, face à la disruption, parce qu'ils maîtrisent leur secteur. À l'inverse, les disrupteurs, je pense au Netflix, Uber, Airbnb, même les patrons comme Jeff Bezos, sont obsédés par la disruption et ils se disent tous les jours, quelqu'un quelque part est en train de nous disrupter. Jeff Bezos répond toujours que quelqu'un va les disrupter. C'est une sorte d'obsession un peu, non ? Absolument. Parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils ont fait et que quelqu'un d'autre le fera. Donc ils en sont convaincus. Donc ils en mettent tous les jours en question. Absolument. Vous avez le patron de Netflix, par exemple, qui a déjà fait une première disruption en faisant de Netflix une plateforme de streaming, alors qu'avant ils envoyaient des DVD par la poste. Là, il est allé encore plus loin, il a dit on va se faire disrupter dans le futur par l'industrie pharmaceutique. Vous savez pourquoi ? Il a dit on ne regardera plus des films, demain on ira dans le film. Et il ne pensait pas à la réalité virtuelle ou augmentée. Il pensait à des drogues hallucinogènes comme les champignons, le LSD, ces choses-là, mais de manière totalement légale, validée par les autorités, enfin quelque chose vraiment de sain, pas d'illégal, mais qui viendrait peut-être de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez l'état d'esprit de ces disrupteurs ? Mais en fait, ils sont tellement dedans. Eux-mêmes font déjà beaucoup de disruptions, donc du coup, ils s'imaginent que tout le monde en fait aussi autour d'eux. Absolument. Ça les pousse à être beaucoup plus créatifs et compétitifs aussi. Et à se dire surtout que personne n'est indispensable face à la disruption, que ça sert à rien de se protéger, mais qu'il faut au contraire se saborder soi-même, sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et qui va vous tuer, et ils ont conscience que comme ils l'ont déjà fait, quelqu'un pourrait le faire pour eux. Ah, c'est un état d'esprit très intéressant. C'est une vraie humilité en fait face au paradigme dans lequel on entre. Vous prenez les industries traditionnelles, prenez les banques, les télécoms, enfin toutes les grosses industries déjà établies, elles vont toutes vous dire il y aura toujours des banques, il y aura toujours des industries télécoms, il y aura toujours la télé, il y aura toujours les avocats, il y aura toujours besoin de comptables. Alors que les disrupteurs vous disent non, on n'est pas indispensable et on sait que quelqu'un va nous rendre obsolètes dans cette période de disruption. Ils sont très peu quand même à réfléchir comme ça, non ? C'est 2 états d'esprit différents. C'est vraiment ceux des industries traditionnelles qui veulent absolument conserver l'ancien monde en se protégeant avec le digital, et les disrupteurs qui veulent casser le monde dans lequel ils sont, même leur rentabilité, leurs actifs, en inventant d'autres choses. Ils se sabordent en permanence. Donc si j'ai bien compris, en gros, la plus mauvaise personne pour disrupter le marché de la baguette en France, finalement, ce serait un boulanger. Absolument. Mais de la même manière que les plus mauvais pour disrupter la comptabilité, c'est les comptables, ou le droit, les avocats. Ça vient toujours de l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est que comme on est tous experts en quelque chose, on peut s'amuser à essayer de disrupter une autre industrie, parce qu'on n'a pas encore ces œillères. Donc chacun de notre niveau, on peut être disrupteur ? C'est difficile à dire, parce que le problème de la disruption, c'est que ça exige une prise de risque considérable. Et moi, j'ai tendance à penser, et c'est surtout vrai en France, qu'on n'aime pas prendre des risques. C'est notre gros problème en France, et c'est mon gros combat, c'est qu'on forme une élite éduquée brillante, mais trouillarde, qui deviennent cadres dans les entreprises, qui deviennent consultants, alors qu'on devrait avoir des entrepreneurs, ceux qui prennent le risque. On a du mal avec les changements. Absolument. D'ailleurs, vous dites quelque chose de très intéressant par rapport à ça en ce qui concerne l'école. Vous remettiez un petit peu en question l'éducation à l'école, parce que selon vous, il faudrait nous apprendre à devenir entrepreneurs. Absolument. Selon moi, la clé, c'est vraiment le niveau de risque à l'école. On n'arrête pas de dire en France, il faut mettre le paquet sur l'éducation. C'est vrai qu'on pourrait monter le niveau moyen d'éducation, ça serait très bien, mais selon moi, c'est pas ça le problème. On a une élite éduquée excellente en France, parmi la meilleure au monde. C'est le niveau moyen d'éducation qui est pas bon dans les classements. Le problème, c'est que notre élite éduquée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient cadre dans les grandes entreprises ou consultant.
elles deviennent d'excellents gestionnaires, alors qu'en fait, on aurait besoin d'entrepreneurs. Le gestionnaire, il optimise l'existant, il cherche la performance, mais il garde l'existant tel quel. Le disrupteur, l'entrepreneur, il veut rendre les règles obsolètes, il veut péter le système actuel pour en inventer un autre. Et ça existe de la prise de risque et ça se fait dès l'école. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les plus grands disrupteurs viennent des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est quoi la différence entre les USA et la France ? Ils ont une culture déjà très différente sur l'aversion au risque. À l'école, vous savez, en France, on se tait, on écoute le prof, on lève la main, on n'a pas le droit de se tromper, on est méprisé si on se trompe, et puis on est stigmatisé comme celui qui s'est trompé. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Tous les lundis, vous allez devant la classe raconter votre week-end à tout le monde. Ils ont une habitude de la prise de parole en public. Ils font une erreur, on les encourage, on les cheer up tout le temps. C'est une culture très différente. Du coup, ils ont peur de rien, quitte à se ridiculiser, mais à prendre des risques. Ils n'ont pas peur de ça aux États-Unis. Nous, on est des trouillards en France. On forme des gens très brillants pour leur apprendre à respecter les règles. Et justement, comme on est en train de parler de l'éducation et de l'école, vous étiez quel genre d'élève à l'école ? J'ai eu plusieurs phases. C'est vrai que j'étais souvent dans les premiers de la classe. Pas forcément toujours premier, mais j'étais très bien classé. Lorsque je suis arrivé au lycée, j'allais un peu moins au lycée, donc forcément j'ai chuté un peu dans les classements. Mais j'étais assez curieux, et puis quand un sujet m'intéressait, je le creusais moi-même. Mais j'ai fait l'erreur, et on se rend compte avec beaucoup de ma génération qu'on a fait cette erreur, de croire qu'on avait besoin de rentrer dans le système, de valider des diplômes comme des étiquettes à présenter ensuite à des recruteurs pour être accepté dans ce monde. Ce qui était peut-être vrai à mon époque, mais qui l'est de moins en moins aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les générations qui arrivent dans l'entreprise, on va de moins en moins chercher à recruter des diplômes, des beaux profils, des CV lisses, etc. Mais on voudra voir des achievements. Au lieu de voir le beau diplôme, on demandera « montre-moi ce que tu as fait » et prouve-le avec des chiffres, avec quelque chose de visible, de mesurable. Donc ça, c'est une prise de conscience que vous avez avec le recul. Mais est-ce que vous sortez quand même de Sciences Po ? Ouais. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même parcours si vous n'aviez pas fait ce type d'études ? Je pense pas, justement, parce que dans le monde dans lequel je suis rentré, dans l'entreprise, on cherchait ces diplômes. On recrutait même avec des grilles de salaire selon les écoles de sortie. Vous imaginez ce type d'aberration ? Ouais. C'est aberrant. C'est absolument débile, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais comme je vous dis, le monde était tenu, les entreprises étaient tenues par des gens qui avaient ce type de conviction. C'est en train de changer. Nos générations ne fonctionneront pas comme ça, j'en suis convaincu. Mais lorsque je suis rentré sur le marché du travail, c'était le cas, donc j'avais pas le choix. Mais à refaire, je suis pas sûr que je referais le même parcours. Mais selon vous, du coup, ça c'est vraiment intéressant comme principe, comme information à avoir, c'est que les diplômes n'auront plus la même valeur d'ici quelques années. Absolument. C'est pas ce qu'on va mettre en avant en tout cas. Absolument. Le diplôme a eu une valeur, si vous voulez, il y a quelques années parce que c'était un signal qui représentait une valeur globale de compétences, de niveau, de crédibilité, etc. Tout ça, c'était le rôle de l'école de certifier tout ça avec un diplôme. Sauf qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, les notations, les plateformes et surtout les achievements que vous avez fait qui est visible, on va de plus en plus mesurer tout ça précisément et pouvoir dire avec un très grand niveau de fiabilité ce que vaut telle personne en matière de compétences, de qualifications, un peu comme le TOEFL si vous voulez. Le TOEFL, ça dit vous avez X sur 100 ou 120 en anglais et c'est valable au niveau mondial, c'est comparable. Ça sera la même chose demain sur tous les sujets, en mathématiques, en soft skills, en tout ce que vous voulez. Du coup, si on a un conseil à donner aux étudiants qui nous écoutent, ça serait quoi ? Formez-vous dans quel domaine ? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place aujourd'hui ? Puisque si demain, leur diplôme, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, devient obsolète, comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ça ? Alors déjà, je sais pas si je suis légitime pour donner des conseils. Moi, je leur dirais plutôt de faire ce qu'ils veulent, de faire ce en quoi ils croient. Ce que je dis dans le livre, c'est ne faites surtout pas des études, des diplômes pour plaire à la société, pour être validé par un recruteur, pour vous ouvrir des portes, comme on dit en France. On est obsédé par ce concept de s'ouvrir des portes, alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Faites ce que vous voulez. Si c'est sans études, faites-le sans études. Quoi qu'il arrive, si vous êtes déterminé, que vous avez de l'énergie, vous y arriverez. Aujourd'hui, il reste encore des marchés qui restent à disrupter, vous l'avez dit vous-même. Les disrupteurs sont en train de réfléchir pour voir comment ils vont pouvoir s'y attaquer. Est-ce que les acteurs majeurs de ces marchés doivent-ils se faire du souci ? Est-ce qu'ils doivent craindre d'autres Jeff Bezos, Elon Musk ou Brian Chesky ? Ah oui, comme vous le dites, la disruption, elle est partout en ce moment. Les disrupteurs eux-mêmes risquent de se faire disrupter. Alors je suis désolé, c'est un peu un buzzword, disruption, ça fait rigoler pas mal de monde en ce moment, mais c'est le vrai paradigme dans lequel on est en ce moment. Il y a des industries vieillissantes qui vont se faire violemment disrupter. L'industrie, le secteur immobilier par exemple, qui est vieillissant, qui n'a pas bougé depuis longtemps, il y a de la disruption partout à faire dans ce secteur. Le notariat,
Ça, je suis fasciné parce que j'interviens dans tous les secteurs en ce moment et tout le monde comprend assez bien cette notion de disruption. Il n'y a que les notaires qui refusent de discuter de disruption en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Ils refusent en fait. C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils refusent de comprendre. Vous pouvez même pas discuter avec eux, qui commencent par vous dire non, regardez, on a vu le sujet de la blockchain, on est en train de prototyper, etc., etc. Bah non, vous n'avez pas compris. Justement, la blockchain, c'est pour ne plus avoir de centralisateur. C'est comme lorsque les banques prototypent avec la blockchain, alors qu'on n'a pas besoin de banque avec la blockchain. Même problème. Donc la disruption concerne tout le monde sans exception. Donc, l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui va être de plus en plus chamboulée, notamment à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Ça dépend où on se situe. Vous, c'est un sujet que vous maîtrisez bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication avec des mots simples et clairs de ce qu'est l'intelligence artificielle et de ce qu'elle va entraîner comme changement dans les années à venir ? Alors, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures parce que c'est des changements considérables, mais pour une définition simple de l'intelligence artificielle, je dirais que on ne programme plus des machines et des logiciels comme on le faisait avant avec des règles, mais on les entraîne avec des algorithmes d'apprentissage en les nourrissant avec des données pour atteindre des objectifs dont on dit qu'ils relèvent de l'intelligence. On ne programme plus des machines, on les entraîne. Alors, je schématise grossièrement, évidemment en simplifiant beaucoup trop, comme un bébé à la naissance. Son cerveau est vierge, mais ensuite il a des capacités d'apprentissage pour apprendre à faire tout ce qu'il fait tout au long de sa vie. C'est la même chose avec les machines. On les entraîne avec des données pour reconnaître leur environnement, pour manipuler le langage, pour faire de l'art, composer de la musique, faire des peintures, etc. On entraîne les machines, on ne les programme plus, de moins en moins en tout cas. D'ailleurs, oui, vous donnez l'exemple du bébé. Un bébé, il va d'abord regarder ce qui se passe autour de lui et c'est comme ça qu'il va s'imprégner et s'inspirer des mots, des comportements, des attitudes des autres pour pouvoir grandir et faire la même chose à son tour. Même chose avec l'intelligence artificielle, c'est l'environnement dont vous parlez, c'est les données. Vous nourrissez l'algorithme avec des données et ensuite il atteint un objectif, un comportement. Ça peut être un objectif comme jouer à un jeu vidéo, comme je vous le disais, ou reconnaître des cancers sur de l'imagerie médicale. On entraîne l'algorithme à atteindre des objectifs dont on dit qu'ils relèvent de l'intelligence. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur, finalement, est-ce que c'est de l'intelligence ou pas ? Parce que dès que la machine le fait, on finit par dire, si la machine l'a fait, c'est que c'est pas de l'intelligence. En tout cas, dans l'une de vos conférences, vous citez Elon Musk, qui affirme qu'avec l'intelligence artificielle, on est en train d'invoquer le démon. Ouais. Selon vous, quelle est la part diabolique de l'intelligence artificielle et, à contrario, les aspects positifs ? Alors, je vais commencer par les aspects positifs parce que c'est les plus importants selon moi. C'est qu'on va créer de la valeur à un niveau considérable pour l'humanité avec l'intelligence artificielle. Pensons par exemple à toutes les maladies qu'on va pouvoir guérir. La recherche va être considérablement accélérée avec ces algorithmes. Pensons aux vies qu'on va sauver sur les routes avec les voitures sans chauffeur, entre autres. Après, les méfaits, il y en a plein. On ne sait pas trop si Elon Musk a raison. On ne sait pas trop s'il faisait référence lorsqu'il disait qu'on invoquait le démon à un espèce de système dont on perdrait le contrôle qui pourrait se déclencher dans un endroit du monde et se répercuter partout de manière systémique, ou si au contraire il faisait référence à des espèces d'algorithmes de conscience artificielle, des choses là. On imagine que c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En tout cas, c'est pas sûr, mais il a raison de lever ce débat. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'abord parce que ces algorithmes peuvent être biaisés, ils dépendent des données avec lesquelles vous allez les nourrir, vous pouvez les entraîner à faire le bien comme le mal, et surtout parce que vous avez des problèmes de pouvoir derrière. L'entreprise ou l'État qui détiendra l'intelligence artificielle la plus puissante pourrait prendre un pas considérable sur le reste de l'humanité, sur le reste des autres États ou acteurs. Et pour revenir sur les points positifs, c'est vrai que vous donnez notamment l'exemple de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans la police, notamment à Boston ou à Chicago. Alors oui, c'est vrai. J'ai donné cet exemple à tort dans une de mes conférences parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les performances étaient bien moindres que ce qui était annoncé. Ah, c'est vrai ? Il y a un impact légèrement positif. On peut légèrement anticiper une probabilité de crime à un endroit plutôt qu'à un autre, mais c'est largement surestimé par ce qu'on avait anticipé au départ. Je pense que ça va s'améliorer dans le temps, mais ce qui est certain, c'est qu'avec les algorithmes, on va se rendre compte de manière générale qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense. Vous connaissez le test du chamallow ? Oui, avec les enfants. Voilà, le test du chamallow Oui. qui est controversé parce qu'il nous permet de savoir avec un chamallow si un enfant va réussir sa vie plus tard ou pas. Ce que les chercheurs ont défini avec des critères comme, alors il y a les notes à l'école, il y a le niveau de bonheur subjectif mesuré par les parents, la capacité à se donner des objectifs et à les tenir, à se nouer des relations, etc. Et avec un chamallow, en demandant à un enfant d'attendre 20 minutes et de voir s'il est capable d'attendre 20 minutes sans manger le chamallow pour en avoir deux, on sait, c'est très bien corrélé, qui va avoir un niveau de succès dans la vie défini, comme ce que je viens de vous dire par les chercheurs, plus élevé que celui qui mange le chamallow et qui ne peut pas attendre. Et ben en fait, ce qu'on sait en sciences sociales depuis longtemps, c'est que avec certaines variables, on peut déduire d'autres variables qu'on n'a pas.
ce qui veut dire qu'elles sont corrélées d'une manière ou d'une autre. Et bien avec les algorithmes, on va tous subir des tests du chamallow en permanence. Facebook, par exemple, on l'a vu récemment, à votre manière d'utiliser sa plateforme peut savoir, par exemple, votre risque de suicide imminent. Ils ont sauvé des vies comme ça. Ils peuvent savoir... Ils ont sauvé des vies, carrément. Oui. Il y a eu des articles là-dessus où justement ils ont anticipé des suicides et ont sauvé des vies comme ça. Ils savent aussi en temps réel vos humeurs. Ils peuvent aussi modifier vos humeurs. Ils savent pour qui vous allez voter, même influencer ce vote. Oui. Est-ce que vous allez vous être en relation avec quelqu'un ou au contraire vous séparer? D'ailleurs, l'intelligence artificielle, ça doit être un élément très important en politique. Absolument. Je vous dis, l'intelligence artificielle, il y en aura absolument partout, tout autour de nous. Il faut vraiment voir ça comme les débuts d'Internet, où on avait des usages sur tout, création de sites, de blogs, de réseaux sociaux, de ce que vous voulez. C'est sorti des labos techniques et tout le monde s'en est emparé pour créer de la valeur, créer des usages et des choses. Même chose avec l'intelligence artificielle. Tout le monde va s'en emparer de manière non technique pour inventer des usages, des services dans tous les domaines, sans exception. Et concrètement, comment ça va se manifester pour nous au quotidien, à l'avenir ? Ces algorithmes d'intelligence artificielle vont être en arrière-plan dans tous les logiciels, toute la technologie qu'on va utiliser pour améliorer notre expérience. On va avoir, par exemple, à la place de nos smartphones, un assistant intelligent qui va être notre expert personnel dans tous les domaines. Ce sera notre banquier, notre médecin, notre avocat, tout ça à la fois. On n'aura plus d'application smartphone, on aura juste un assistant intelligent. C'est un Siri en amélioré, quoi. Absolument, qui utilise les derniers algorithmes qui sortent sur le marché, les plus puissants, et qu'on va tous entraîner à faire des choses. Cet assistant intelligent, il va chercher à vous connaître toujours plus, et il vous connaîtra tellement qu'il finira par être votre alter ego digital. C'est le mot qu'emploie Microsoft, les chercheurs de Microsoft. Pour parler alter ego digital. Ce sera votre double digital, ce sera une copie de vous dans le monde digital qui va vous représenter dans vos interactions avec l'extérieur. C'est marrant que vous parliez de ça, parce que justement dans la série Black Mirror sur Netflix, que vous connaissez peut-être, d'ailleurs je recommande à tous les auditeurs de la regarder parce qu'elle est géniale, il y a un épisode qui m'a marqué qui s'appelle Blanc comme neige, où on voit une sorte de clone virtuel d'une personne humaine qui est prisonnière dans son esprit et condamnée à assouvir ses moindres désirs. Donc en fait finalement ce clone virtuel, c'est un peu l'assistant intelligent unique dont vous parlez, et vous dites donc qu'il y en aura partout dans le futur. Comme avec Internet. Internet, c'est quoi ? C'est des machines bêtes qui échangent de l'information. Et bien là, on va juste donner des fonctions cognitives aux machines pour qu'elles aient, comme Internet, des échanges d'informations, mais cette fois-ci avec des fonctions intelligentes. On finira par avoir un écosystème comme Internet, mais avec des assistants intelligents, le vôtre, le mien, ceux des objets, dans la rue, etc., partout autour de nous, dans l'électroménager, qui discuteront ensemble en arrière-plan pour faire des choses intelligentes à notre service. D'accord, ça semble quand même... En fait, on a l'impression que ce sera dans longtemps, parce que dit comme ça, c'est vraiment limite à un film de science-fiction. Mais finalement, c'est maintenant que ça se passe. On y est déjà, mais si vous voulez, on ne voit pas cette accélération. En 2015, quand je faisais déjà des conférences sur ce sujet, je disais dans une de mes conférences qu'on aura un assistant intelligent qui sera capable de réserver notre chambre d'hôtel en discutant au téléphone avec un autre être humain d'un hôtel pour réserver la chambre, puis l'être humain ne se rendra pas compte que c'est un être humain. Je disais ça en 2015 et je pensais que ça arriverait pas avant 8-10 ans. Honnêtement, je me suis trompé, c'est arrivé 3 ans après, puisque c'est arrivé il y a quelques semaines avec Google qui a réussi à réserver un rendez-vous chez le coiffeur en discutant avec un être humain, avec son intelligence artificielle, sans que l'être humain se rende compte que c'était un algorithme. On y est déjà. La technologie va beaucoup plus vite qu'on le croit, qu'on le voit, parce que finalement notre cerveau cherche la stabilité dans l'environnement. Même si cette vitesse, cette accélération, c'est devenu notre norme, notre cerveau recherche l'inertie pour pouvoir vivre, il cherche cette stabilité. Donc on ne voit pas à quel point ça va vite, mais on y est. Justement, à chaque fois qu'il y a un changement majeur dans l'histoire, on fait face à une résistance, et l'un de nos invités qui s'appelle Idriss Aberkane et que vous connaissez bien, nous expliquait que toute révolution passe par 3 phases. On la trouve d'abord ridicule, puis dangereuse, et enfin évidente. En ce qui concerne cette révolution d'intelligence artificielle, puisqu'il faut dire c'est une révolution, selon vous, à quelle phase du processus on se trouve là, maintenant, actuellement ? On n'est même pas encore entré dans la première phase du ridicule, puisqu'on découvre à peine ces technologies. Alors en fait, Idriss, c'est Schopenhauer qui cite lorsqu'il parle. Il parle de ces 3 phases. C'est Schopenhauer qui a écrit ça, et il a raison, on passe toujours par ces 3 phases. Là, on n'est même pas dans la phase ridicule, puisqu'on découvre son potentiel. Elle n'est pas encore, si vous voulez, on commence à peine à découvrir son potentiel. Toutes les entreprises sont au niveau de maturité 0, sauf les géants du web sur l'intelligence artificielle. Mais très vite, quoique on commence à le voir en certains cas, regardez Siri, on s'est moqué un peu de lui, etc. Mais très vite, on va aller dans cette phase ridicule. Ensuite, on ira... Donc le danger arrive, le danger est imminent. Comme dans toutes les technologies, si vous voulez, c'est des vagues, certains vont l'utiliser pour faire le bien, d'autres pour faire le mal. On va dépasser les bornes comme toujours, on va faire des erreurs et on va les corriger, ce sera la phase dangereuse. Et ensuite, ce sera une commodité, ce sera la phase évidente. Parce que l'intelligence, selon moi,
l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence humaine, deviendra une commodité et ne sera plus un facteur différenciant dans le monde de demain. Et dans cette phase dangereuse, du coup, les gens vont vouloir combattre cette intelligence artificielle. Je pense pas que ce soit les gens, je pense que ce sera une minorité que j'appelle les retardataires en technologie. Vous savez, c'est ceux qui dans les années 2000 disaient moi je veux pas de téléphone portable, je veux pas être joint partout comme un chien en laisse, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont tous les derniers iPhones. Mais on a tous des rythmes d'adoption différents de la technologie. Vous savez, on parle des early adopters, de tous ces gens-là. Il y a un cycle d'adoption. Donc je pense que non, ça va se faire naturellement, tout simplement parce que ça va apporter de la valeur pour l'humanité. Après, il y aura une minorité qui va être contre, qui va combattre. Il y a des vraies questions d'éthique à soulever, il ne faut pas les oublier. Mais en termes d'adoption, c'est toujours pareil. Des early adopters qui arrivent à convaincre la masse et ensuite les retardataires. L'intelligence artificielle est partout, dans les banques et même dans les hôpitaux, avec des résultats qui sont plutôt bluffants. C'est ce qui fait peur justement parce qu'on se dit que finalement les machines peuvent faire aussi bien, voire mieux que nous. Du coup, ça remet un peu en question le rôle de l'humain au sein de l'entreprise. En quoi l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Alors déjà, moi je pense que c'est une excellente nouvelle si l'intelligence artificielle fait mieux que nous. Vous savez, lorsque vous êtes malade, vous pouvez voir 3 médecins différents, vous avez souvent une grosse probabilité d'avoir 3 diagnostics différents, ce qui n'est pas normal. Si l'intelligence artificielle augmente son expertise, elle aura un taux de succès supérieur à tous les diagnostics que vous pourrez voir aujourd'hui. Donc c'est une excellente nouvelle. Après, c'est vrai que ça va être une grosse leçon d'humilité pour nous sur notre propre intelligence. C'est ça qu'on va devoir accepter. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle si elle nous dépasse. Vous savez, sur de la reconnaissance de cancer sur l'imagerie médicale, on a déjà des algorithmes qui sont plus précis, plus fiables, plus performants que des médecins pour reconnaître des cancers. C'est une excellente nouvelle. Pour la conduite automobile, je veux que la machine soit plus fiable qu'un être humain, parce qu'on va sauver des vies. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il va falloir qu'on accepte, c'est vraiment une leçon d'humilité, que la machine nous dépasse. Après, sur le marché du travail, ça c'est très intéressant. Parce qu'en ce moment, vous avez un débat entre ceux qui disent l'intelligence artificielle va détruire des emplois et ceux qui disent l'intelligence artificielle va créer des emplois. C'est fascinant, parce que vous pouvez séparer le débat, les camps en deux. Vous avez des économistes d'un côté qui, pour la majorité, sont plutôt schumpeteriens. C'est-à-dire qu'ils vous disent ça va détruire des jobs, mais ça va en recréer d'autres, autant, voire plus que tous ceux qu'on va créer, surtout des jobs dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, des jobs qu'on ne connaît pas. De l'autre côté, alors vous pouvez penser ce que vous voulez des économistes, de leur modèle, de leur capacité à prévoir, etc. De l'autre côté, vous avez des entrepreneurs, des visionnaires. Je pense à des gens comme Elon Musk, comme Bill Gates, qui eux ont la compétence visionnaire, et ils ont fait la preuve puisqu'ils ont créé des boîtes en voyant la valeur avant tout le monde, donc ils ont fait la preuve de cette compétence, qui eux nous disent, cette fois-ci c'est différent, parce qu'on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, qui est son intelligence. Qu'est-ce qui reste à l'homme au travail une fois qu'on a modélisé l'intelligence ? Leur réponse, c'est de dire plus grand-chose. Donc cette fois-ci, on va détruire plus de jobs qu'on va créer, mais c'est pas grave, parce qu'ils disent on va créer plus de valeur pour l'humanité. Donc on crée une valeur considérable, pensez à la recherche en sciences, ce que vous voulez, même si on ne recrée pas autant de jobs. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils vont finir par faire, les médecins et les avocats ? Ma conviction, c'est qu'on va donner l'expertise progressivement aux algorithmes et aux machines. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce qu'elles vont être meilleures que nous, plus fiables, pas fatiguées, ce que vous voulez. Et on va garder ce sur quoi on est excellent en tant qu'être humain, enfin la plupart des êtres humains. Alors c'est quoi ? L'humain. On est câblé pour l'humain, on est câblé pour les émotions, l'empathie, la confiance. On est dépendant de ça, notre cerveau fonctionne avec ça chez les êtres humains. Vous n'irez plus chez le médecin pour son expertise médicale, ça va être fait par un algorithme et c'est bien mieux pour tout le monde, mais vous continuerez à aller le voir parce qu'il vous écoute, il vous rassure, vous avez un lien de confiance et d'empathie avec lui. L'effet placebo chez les médecins, c'est 30 à 35% chez les généralistes. Vous vous sentez 30 à 35% mieux en sortant du cabinet du généraliste, même s'il vous a juste donné un diagnostic et un traitement. Comme ce qu'on peut voir aujourd'hui un petit peu avec les pilotes dans les avions. Absolument, le pilote, qui sont encore présents, mais qui ne pilotent pas vraiment. Absolument. Ça Tout est déjà automatisé en fait. Mais la question c'est, à partir de quand vous acceptez de monter dans l'avion quand il n'y a plus de pilote ? Même si c'est plus fiable que... Je crois que c'est une question d'ailleurs qui est déjà posée. Hein. C'est vrai, on va les avoir ces questions. Qui va être le premier passager à monter dans un avion où il n'y a pas de pilote ? Pourtant, je suis persuadé qu'on va le faire. Ce sera beaucoup plus fiable et sécurisé qu'aujourd'hui avec un pilote et les systèmes de pilote automatique aujourd'hui, qui sont déjà très très fiables. Mais le fait d'avoir une présence humaine, c'est quelque chose qui rassure. Vous avez un lien de confiance indirect avec le pilote quand vous montez dans l'avion. Même s'il ne pilote pas, sa présence vous rassure. Alors comment va évoluer le monde du salariat ? Est-ce que ça va disparaître ? Moi, je pense que le salariat va disparaître. Vous savez, déjà, le salariat, c'est quelque chose de très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose vraiment de très récent. On avait l'artisanat, on est passé au salariat, tout simplement. C'est ce qu'a expliqué Ronald Coase, le prix Nobel d'économie, parce que il était plus rentable pour une entreprise d'intégrer
des gens dans l'entreprise avec un salaire et un lien de subordination et des coûts de coordination pour faire travailler tous ces gens ensemble dans l'entreprise, que de faire appel à des artisans, des indépendants, en allant les chercher sur le marché, en contractualisant, en leur donnant des tâches spécifiques à faire, en mesurant tout ça. Dès lors qu'il est moins cher d'intégrer ces gens-là dans l'entreprise avec ces coûts de coordination que d'aller les chercher sur le marché, ce qu'il appelle les coûts de transaction, on les intègre sous forme de salariat. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, les plateformes et l'arrivée des algorithmes d'intelligence artificielle, les coûts de transaction pour aller chercher ces indépendants, contractualiser, mesurer leurs tâches, vérifier, etc., tout ça est en train de chuter. Ce qui veut dire qu'il devient moins cher de faire appel à des indépendants sur le marché, à la tâche, en contractualisant, enfin ce que vous voulez, un vrai marché, que d'internaliser dans l'entreprise avec le salarié, enfin le salaire plus le lien de subordination. Donc on revient à ce qu'on avait déjà avant. Absolument, parce que les coûts de transaction pour chercher ces indépendants et contractualiser sont devenus moins chers que les coûts de coordination dans l'entreprise. Quels sont les axes sur lesquels on peut travailler dès maintenant, des choses dans lesquelles on peut se former, nous, pour tirer son épingle du jeu? Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que ça va très très vite. Des métiers qu'on pensait pas obsolètes le deviennent très rapidement. Ce que je crois, en revanche, on n'arrête pas de nous dire qu'il va falloir apprendre à apprendre. Moi, je pense au contraire qu'il faut surtout apprendre à désapprendre toutes les bêtises qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit sur le salariat, les cadres, les études, enfin bref, toutes ces choses-là. Il va falloir développer. Tout à fait, ça revient un petit peu à apprendre différemment en fait. Si vous voulez. Moi, je suis convaincu vous savez, je crois que c'est Nicolas Sadirac de l'école 42 qui a dit la connaissance est dangereuse, l'école est dangereuse ou la connaissance est dangereuse justement parce que ça vous met dans un moule, etc. Je suis convaincu de ça. Il faut désapprendre tout ce qu'on nous a mis dans le crâne. Faire une mise à jour. Absolument. Et se challenger en permanence sur tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, parce que tout peut devenir obsolète du jour au lendemain. Isaac Asimov, le fondateur des 3 lois de la robotique, a dit « Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction ». Moi, je pense que, alors, vous l'avez lu dans le livre, je pense que la connaissance va devenir une commodité, puisque toute cette information structurée, analysée, prête à être intégrée, etc., reliée à nos connaissances, ça devient de plus en plus accessible, facile, ça n'est plus un facteur différenciant dans la société de demain. Par contre, je pense que, effectivement, lorsqu'on va avoir accès de manière facile à cette connaissance, on va devoir développer de la sagesse, peut-être une forme de spiritualité, peut-être une manière de vivre ensemble différente, mais c'est ça qui comptera. C'est qu'est-ce qui a de la valeur en tant qu'humain, c'est nos interconnexions, c'est nos relations les uns avec les autres, nos interactions. Et justement, vous parlez de sagesse, quelle est la part de sagesse dans tout ça ? Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, et d'ailleurs c'est un problème. Et il y a une espèce de backlash, une espèce de retour en arrière dans la tech en ce moment, dans la Silicon Valley, où on s'est rendu compte que les technologies nous manipulaient beaucoup plus. C'est elles qui nous utilisaient plus qu'on les utilisait, avec toutes ces notifications, tous ces capteurs d'attention, ces algorithmes qui piratent notre temps et notre attention. Et du coup, il y a une espèce de retour en arrière pour rendre ces technologies, enfin pour nous rendre notre attention, et pour rendre ces technologies plus sages, plus respectueuses de nos interactions humaines, de notre temps, de notre attention, etc. Ça va être le combat de l'économie de demain, de nous redonner le choix de comment on utilise notre attention. Vous, Stéphane Mallard, quel est votre objectif aujourd'hui ? Avec tout ce que vous faites, vous vous proclamez évangéliste digital, vous faites beaucoup de conférences à ce sujet, c'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on arrive dans un nouveau monde et qu'ils peuvent en être acteurs s'ils le décident. Mais ça implique, ce que je dis souvent en conférence, de lâcher tout ce qu'ils pensaient avoir de la valeur dans le monde d'hier. S'ils étaient accrochés à leur métier, leurs compétences, leur job, ce que vous voulez, qu'ils acceptent de laisser partir ça pour créer autre chose. Je termine le livre, et c'est mon éditrice qui m'a inspiré cette réflexion lorsqu'on discutait de la fin, en disant « Nous avons à perdre, mais nous avons tellement plus à gagner, à condition de libérer ce sur quoi reposait notre ancien monde, enfin nos compétences dans l'ancien monde. Mais chacun doit en être acteur. » Vous, dans votre vie personnelle, quelle est la part d'artificiel et la part de réalité ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que vous prêchez l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Comment vous utilisez ces nouvelles tech au quotidien ? Quelle part ça prend en fait dans votre quotidien ? Alors ça prend une très très grande part, je suis absolument drogué à ces technologies, c'est pour ça que si elle commence à respecter notre attention et notre temps, ça va beaucoup m'aider à titre personnel. Mais il y a déjà des applications d'ailleurs pour ça. Pour la déconnexion, pour la procrastination, absolument, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui sont beaucoup trop drogués à ces technologies, je le reconnais bien volontiers.
Et c'est quoi la prochaine étape pour vous ? Vous voyez où, par exemple, dans 10 ou 15 ans ? Je suis incapable de vous répondre parce que moi, je fonctionne vraiment par cycle. Lorsque je suis passionné par un sujet, je vais le creuser pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien. Je vais prendre tous les bouquins sur le sujet. Je vous ai dit, j'ai appris à coder tout seul avec des ordinateurs et des livres petits. Et ensuite, je me lasse très très vite et je passe à autre chose. Simplement parce que je suis convaincu que notre cerveau finit par se lasser et on a besoin d'aller explorer, découvrir d'autres choses. Moi, je fais ça de manière cyclique depuis toujours. Je suis incapable de vous dire ce que je ferai dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc vous avez pour habitude de switcher, de changer d'environnement. Je le fais tout le temps. Je suis passionné par les neurosciences en ce moment. J'explore les substances psychédéliques, comme je vous le disais, les champignons hallucinogènes, le LSD. Je suis en train de lire beaucoup de neurosciences sur le sujet parce qu'il y a énormément de nouvelles recherches là-dessus. On parle d'états de conscience modifiés, de choses comme ça. Vous les testez vous-même ? Alors, je l'ai fait une fois à Amsterdam, parce que je fais rien d'illégal, donc je l'ai fait à Amsterdam, parce que c'est légal là-bas, dans le cadre de l'écriture de mon bouquin. Mais sinon, non, je le fais vraiment en lisant toutes les études en neurosciences sur le sujet, pour comprendre comment ça marche, que ça induit dans le cerveau, qu'est-ce que c'est que ces états de conscience modifiés, pourquoi dans la tech, dans la Silicon Valley, ils sont tous fascinés par ces états de conscience modifiés, pourquoi des gens comme les Beatles, comme Crick et Watson qui ont découvert l'ADN, utilisaient du LSD par exemple pour leur découverte. Est-ce que ça va être des substances qu'on va utiliser demain ? Je suis fasciné par ces sujets en neurosciences. J'ai une question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que vous croyez en Dieu ? C'est difficile d'y répondre. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai été athée une longue période de ma vie. Ensuite, j'ai découvert Voltaire à 15 ans, donc j'ai été déiste. J'étais fasciné par Voltaire. Ensuite, je suis devenu agnostique. Et aujourd'hui, je crois beaucoup aux lois de la physique, à l'énergie, à toutes ces choses-là. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a derrière. Il y a un côté spirituel en tout cas. Oui, mais j'aime pas le côté Dieu ni le côté croyance. Je suis quand même très rationnel, quand même très cartésien, mais je suis très ouvert. S'il y a des choses inexplicables, je suis quand même très très ouvert sur ces questions. Je suis pas concentré sur les questions de Dieu ou de croyance, mais vraiment ouvert à des possibilités. Pour finir, moi j'aime bien donner des actions concrètes aux personnes qui nous écoutent. Donc on l'a vu, la révolution de l'intelligence artificielle est déjà là, et plus globalement des nouvelles tech. Dans notre quotidien, elle est là. Elle ne cesse d'évoluer à une vitesse fulgurante. Alors que doit-on faire pour s'adapter et ne pas avoir à la subir ? Alors conseil, j'en ai pas forcément parce que je me sens pas légitime à en donner, ni même à en recevoir ou autre. Par contre, j'ai une réflexion que j'aimerais partager. C'est qu'on parle énormément en ce moment de développement personnel, de productivité, alors il y a tout, c'est dans les blogs, c'est dans les livres, c'est dans les podcasts, comment mieux faire ci, mieux faire ça, atteindre ses objectifs, machin, etc. Ma conviction, c'est qu'on s'en fout de tout ça, ça n'a aucune valeur. Si vous voulez atteindre un objectif, tout ça c'est une commodité, ces conseils ils sont accessibles à tous, tout le monde les a, tout le monde les utilise, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, et vraiment qui est très difficile, c'est quel objectif voulez vous fixer à atteindre. Une fois que vous avez fixé l'objectif, c'est pourquoi vous faites ça. Après, les méthodes, le développement personnel, vous avez trouvé, il y a tout, c'est accessible partout. Et vous pouvez y arriver sans problème. La difficulté, c'est qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que votre objectif, c'est de créer une société, je sais pas moi, une association humanitaire qui va réduire la pauvreté dans le monde de 20%. Ça, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est large, c'est un vrai objectif. Si votre objectif, c'est de vous lever 1 heure plus tôt tous les matins, ok, facile, vous pouvez le faire, c'est dans le livre dans tous les bouquins de développement personnel, ça vous sert à quoi ? C'est vraiment la définition de l'objectif le plus difficile. Et ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a plein de gens qui se donnent des résolutions personnelles dans le développement, etc., personnel, qui se donnent des petites routines de vie qui marchent, etc., mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Le plus dur, c'est qu'est-ce que vous faites. Il y en a, ça va être d'écrire un livre, il y en a, ça va être de jouer dans un film, il y en a, ça va être de créer une boîte dans tel secteur avec tel produit pour changer le monde, mais c'est vraiment la difficulté, c'est la définition de l'objectif. C'est intéressant parce que c'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'organisation, de productivité, comme vous dites, de développement personnel. Donc finalement, le plus important, c'est de définir ce qu'on veut faire, le quoi, mais surtout le pourquoi on veut le faire. Oui, bien sûr, parce que des méthodes, il y en a plein et tout le monde les a, tout le monde les utilise, mais ça vous sert à quoi de vous lever 1 heure plus tôt ? Ok, c'est facile, vous pouvez le faire. Si on ne sait pas pourquoi on le fait. Si c'est pas pour écrire un livre ou si c'est pas pour monter une boîte et tel type de boîte dans tel secteur qui a tel objectif précis, c'est ça, c'est d'avoir une to-do avec des objectifs dont le développement personnel va être un pilier. Oui, ça va être le process en fait pour y arriver. Le process, c'est très facile. Ces méthodes, elles existent depuis, vous lisez les bouquins de développement personnel depuis 50 ans, tout est dedans, on fait que répéter ce qui a été déjà écrit. Ce qui est difficile, c'est quel objectif vous vous fixez. Et vous alors, quel objectif vous vous fixez aujourd'hui ? Pour l'instant, il est assez vague, et c'est ma difficulté du moment, c'est que j'ai atteint ce que je m'étais fixé, créer ma société, écrire un livre, etc.
faire des conférences qui étaient ma passion. Et là, Déjà de beaux objectifs atteints. Bravo pour ça. Et là, déjà. je suis en pleine redéfinition de mes prochains objectifs. C'est ma réflexion du moment. Donc là, il y a un point d'interrogation sur la bucket list. Absolument. J'ai, je vous disais, un sujet sur les neurosciences qui me passionne. Alors j'adore découvrir, j'adore creuser, mais dans quel objectif, je ne le sais pas encore. Je suis en pleine redéfinition en ce moment de ces objectifs. Alors vous avez bien entendu, hein, faites face à vos propres objectifs, justement, définissez vraiment votre but. Et j'ai envie de dire, c'est aussi des objectifs qu'on peut renouveler, ce n'est pas toujours les mêmes. On a toujours de différents objectifs tout au long de la vie, c'est normal. Surtout si vous arrivez à les atteindre. Surtout si on arrive à les atteindre. Merci Stéphane, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Alors il n'y a pas de piège. L'objectif, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, go. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je regarde mon smartphone. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Aucune. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Aucune. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Behave de Robert Sapolsky en neurosciences, que je recommande à tout le monde. Quel livre offririez-vous en premier ? Oh, il y en a tellement. Je dirais toute la recherche du temps perdu de Proust. Parce qu'on a plusieurs vies d'avance, comme disait une de mes profs, si on a lu Proust. Quel animal vous représente le mieux ? Je mets souvent un gorille dans mes messages sur WhatsApp, parce que j'aime bien le gorille. Il est un peu gros, il est maladroit, il défonce tout, mais j'en ai aucune idée. Quelle application utilisez-vous le plus ? WhatsApp et Workflowy pour organiser mes idées. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Amsterdam. Quel film de science-fiction vous a le plus marqué ? Dernièrement, c'est le film Heure, parce que c'est exactement ce que sont en train de faire les géants de la tech sur le futur des smartphones, mais sinon j'adore la série Westworld. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Excellente question. Le déterminisme. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? En ce moment, Robert Sapolsky, parce que son livre m'a marqué. Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie ? J'avais beaucoup aimé Jacques-Antoine Granjon, que j'avais vu dans mon cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Jacques Attali aussi, dont je me suis beaucoup nourri de sa pensée lorsque j'étais étudiant, et même adolescent. Voilà, c'est les deux qui me viennent en tête. Quel est votre plus grand regret ? Je crois que j'en ai pas. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Boire trop de café. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? La liberté et l'autonomie. Et ce qui vous plaît le moins ? La liberté et l'autonomie. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma curiosité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Parfois, je suis arrogant. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? J'envoie un message à quelqu'un. Merci beaucoup Stéphane Mallard d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors j'aimerais juste revenir sur les questions de personnes qui vous inspirent ou qui incarnent le mieux le mot réussite. Pour vous, vous n'avez pas forcément de mentor ? J'ai aucun mentor et je considère que c'est une erreur d'avoir des mentors. Pour quelle raison ? En ce moment, on entend beaucoup de gens qui disent je veux être un rôle modèle, telle personne a été un rôle modèle pour moi, et je pense qu'on est en train de se biaiser en faisant ça. Tout simplement parce que c'est la notion d'ancrage, vous savez, en psychologie. Ça devient une encre pour vous et donc une espèce de référence. Et comme toutes les références, ça biaise. Bah c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça, Je au sais, contraire. et c'est un problème, c'est comme les règles. Je conseille vraiment de ne pas en avoir. C'est une erreur pour moi de suivre des rôles modèles. Et quand j'entends des gens dire je veux être une rôle modèle pour les nouvelles générations de femmes entrepreneurs, je dis mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Donc pas de mentor et pas de rôle modèle. Aucun, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous êtes autonome, c'est fini toute cette époque. Franchement, faites ce que vous voulez, essayez par vous-même. Il n'y a pas de règles en fait. Et restez curieux encore une fois. Ouais, je pense que c'est vraiment... C'est l'exploration. Le cerveau humain, c'est l'exploration. C'est tenter d'aller chercher ce qui n'a pas encore été découvert et l'intégrer dans son environnement, dans son système de pensée, voire le rejeter lorsque ça marche plus. Mais c'est une exploration personnelle. En tout cas, merci encore Stéphane Mallard d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Sur Twitter, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pas trop Instagram, parce que... à tort, je l'utilise pas assez, mais sinon on peut me contacter sur LinkedIn, je réponds à tout le monde avec plaisir, ou on peut me rencontrer, j'adore rencontrer. Oui, et je le rappelle, vous venez de publier votre livre, Disruption.
Alors ça s'appelle Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée. Le titre Disruption était déposé, donc on a mis tout ce titre-là à la place. De toute façon, je partagerai votre livre dans ma propre boutique en ligne sur lemanalshow.com. Merci encore, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, et merci de m'avoir invité surtout. J'espère que cet entretien avec Stéphane Mallard va vous permettre de mieux comprendre ce que sera le monde de demain et mieux appréhender les changements à venir. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!